encore plus loin pour que le titre de mon ouvrage résonne de tout son sens. Pour qu'ensemble, conformément à votre engagement et à vos ambitions, dans la continuité de votre action, nous puissions assurer à notre cher Congo sa sécurité alimentaire, première étape vers la souveraineté alimentaire de notre chère Afrique. Portant l'ouvrage sur les fonds baptismaux, le chef de l'État a félicité l'entrepreneur Georges Forest qui a pris à bras le corps son combat de la revanche du sol sur les sous-sols. Merci Georges, merci pour cette contribution très importante à la République démocratique du Congo, mais aussi à l'Afrique, car ça va vraiment être une sorte de Bible désormais pour ceux qui vont se lancer avec nous dans ce rêve de faire de l'agriculture la revanche, en tout cas sur les mines. Les mines qui nous ont causé beaucoup de problèmes d'agriculture qui nous permettraient évidemment de sortir de ce cauchemar et de transformer évidemment les attentes de notre peuple en bonheur. Cet ouvrage littéraire a reçu la bénédiction et le soutien du chef de l'État qui tient résolument à la transformation du secteur agricole. Tout s'est clôturé par une séance de photos des familles. Et cette page noire, elle était la maman de plusieurs. Maman Clémentine Ebamba Moleka, maman Moleka, décédée le 1er mai, a été portée en terre mercredi 14 mai. La cathédrale Notre-Dame du Congo a refusé du monde. Kinshasa lui a rendu un hommage mérité. Le premier d'entre les Congolais, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a assisté à la messe, a déposé sa gerbe de fleurs devant la dépouille de la maman de la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka. Regardez. Un nom, une histoire, une famille, c'est bien celle de Moleka, du nom de ce grand dignitaire et opérateur économique ayant marqué l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. L'immense cathédrale Notre-Dame du Congo a refoulé du monde ce mercredi 14 mai à l'occasion des obsèques de maman Jacqueline Ebamba Moleka, veuve du regretté papa Ignace Moleka d'heureuse mémoire. Des funérailles émouvantes qui ont réuni membres de famille, amis et connaissances, mais aussi de nombreuses personnalités politiques de tous bords, tous rassemblés en cette circonstance douloureuse pour rendre un dernier hommage à cette mère de famille exceptionnelle dont les qualités égrenées à travers les différents témoignages ont décrit son engagement et son dévouement envers sa famille et sa communauté. Maman Jacqueline Ebamba Moleka a été une mère exemplaire et un pilier pour beaucoup de personnes présentes. Ayant pris les commandes de la famille en tant qu'aînée, 8 ans après le décès de ses frères et sœurs, Marie-Hélène, Myriam, David et Timothée, Albert Moleka, 4e de la lignée, a pris la parole en liminaire au nom de la famille. Dans son mot, il a salué la présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en cette cérémonie funéraire. Maman Jacqueline vous regarde, elle est fière de vous et se dit honorée par la présence de son fils que vous êtes, a-t-il déclaré. Dans son homélie, l'officiant du jour, Monseigneur Carlos Danga, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, prédicateur choisi pour cette célébration eucharistique, a mis en relief les qualités humaines de la défunte qui fut une femme vertueuse. Ce requiem, en pleine période pascale, est très significatif. Avec Pâques, nous reconnaissons la victoire de la vie sur la mort. Nous proclamons la résurrection avec Jésus-Christ de l'âme de maman Jacqueline Ebamba Moleka, a dit le prêtre. Née à Léopoldville le 7 avril 1933 et décédée le 30 avril à l'âge d'or de 92 ans, maman Jacqueline Moleka, mère d'une progéniture nombreuse, dont Wivine Moleka, actuelle vice-ministre des hydrocarbures, avait réussi à faire de sa maison un lieu de chaleur, d'amour et de refuge pour tous ses enfants.
Un autre temps fort de cette célébration eucharistique fut le dépôt de la couronne de fleurs par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivi de son recueillement devant la dépouille mortelle et sa douleur partagée avec les membres de la famille éplorée. L'unité, la cohésion, l'amour et le partage, autant de vertus ayant caractérisé les 92 précieuses années de vie sur terre de maman Jacqueline. Dimanche dernier, le président de la République avait effectué une visite de compassion à la résidence familiale à Montfleury, histoire de consoler la grande famille Muleka pendant cette dure épreuve. Un temps fort de communion et de réconfort qui n'a pas laissé indifférents les membres de famille présents au lieu du deuil. Et c'est une tragédie qui vient de frapper le territoire de Fizi dans le sud Kivu, la pluie diluvienne qui a causé la mort de plus de 110 personnes. Face à l'ampleur du drame, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu les élus de la région et a lancé un appel à l'action rapide du gouvernement. Anim Balaka. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a reçu en audience les députés nationaux élus du territoire de Fizi, frappés par une tragédie d'une ampleur exceptionnelle. Une pluie torrentielle s'est récemment abattue sur la région, causant la mort de plus de 110 personnes et des dégâts matériels considérables. Conduit par l'honorable Théophile Bassochi, rapporteur du caucus et originaire de Fizi, les groupes parlementaires a tiré la sonnette d'alarme sur la gravité de la situation humanitaire. L'inaccessibilité des zones sinistrées empêche l'évacuation des blessés vers Casimia, Fizi Centre ou Baraka, aggravant une situation sanitaire déjà critique. Ils ont plaidé pour une descente urgente sur le terrain afin d'exprimer la solidarité nationale aux victimes. Nous avons assisté à une perte à la suite des glissements de terrain en fait, qui avons englouti au moins presque la grande partie d'un village, le village de Kassaba, c'est un territoire de Fizi, secteur de Nganja. Il nous a été important de venir faire les suivis en fait, après la motion d'information que nous avions pu présenter lors de la plénière passée. Il était important qu'on passe voir le président pour faire les suivis dans ce cadre-là, comme lui n'était pas ce jour-là. Je pense qu'il a été très réceptif. Il a présenté aussi tout ce qui est comme condoléances en fait, à la population de Fizi, mais il est revenu sur un point très important. Il a contacté sur le champ même la première ministre qui nous a rassuré que le dossier est très bien suivi avec la ministre des Affaires sociales, mais aussi celui des Finances. Et donc, je pense au courant de la semaine prochaine, on pourra revenir pour avoir un peu d'autres éléments de plus. Les élus ont également exhorté les gouvernements à agir rapidement face aux risques accrus d'épidémie, appelant à une coordination efficace entre les autorités pour maximiser l'impact des secours. Touché par ce drame, le président Vital Kamerhe a exprimé sa profonde compassion aux familles endeuillées ainsi qu'à toute la population meurtrie de Fizi. Il a annoncé avoir saisi la première ministre Judith Suminwa Tuluka afin qu'une mission gouvernementale soit dépêchée en urgence sur les lieux de la catastrophe. Décaissement de fonds pour la construction des maisons carcérales de gré à gré sollicité. Le ministre des Finances, le ministre d'État, le ministre du Budget, celui de la Justice sont vivement attendus par les députés nationaux. Le député national Willy Meshiki leur a adressé une question orale avec débat. Bobo Anan Mokonzi. Dans le but de tenir actifs les contrôles parlementaires et d'encourager le devoir de redevabilité aux membres du gouvernement, l'honorable Willy Meshiki initie une question orale avec débat à l'endroit du ministre d'État, ministre de la Justice, son collègue du budget et celui des Finances, Doudou Fwamba. Par cette démarche parlementaire, le leader Walikale exige des explications sur l'urgence d'un prétendu décaissement de 39 millions de dollars américains de sa gestion et la traçabilité de cette somme qui serait encore, selon lui, colossale et destinée à la construction d'un centre carcéral à Kisangani. Nous avons été éclairés de constater que sans respect de la procédure légale, notamment le respect de la chaîne de dépenses, il y a aujourd'hui 19 800 000 dollars qui viennent d'être saisis à la Banque centrale. Alors que le ministère des Finances, dans un communiqué, ne reconnaît pas un quelconque virement relatif à ces projets, cet élu
s'est dit détenir de preuves accablantes sur cette manœuvre qui frise des détournements. Nous avons réuni toutes les preuves. Ils ont réussi à faire décaisser du trésor public 39 800 000 $ pendant cette période de guerre, sans respecter la procédure. Willy Michiki tient à ce que ces derniers éclairent également les lanternes sur la procédure du choix de l'entreprise qui va exécuter ces travaux. Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, a formulé le vœu de voir le Parlement de son pays collaborer avec le Sénat ukrainien dans le cadre d'échanges d'expériences. Un groupe d'amitié RDC-Ukraine sera institué dans les tout prochains jours. Regardez. Accrédité en République démocratique du Congo depuis le mois d'avril dernier, le nouvel ambassadeur de l'Ukraine en RDC, Vassil Imianine, a été reçu au Sénat par le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. Plusieurs sujets étaient au centre de cette rencontre. Modeste Bahati Lukwebo et son hôte ont notamment échangé autour de la diplomatie parlementaire et de la coopération diplomatique. Le diplomate ukrainien a saisi cette occasion pour aussi exprimer la solidarité de son pays au peuple congolais qui est victime d'une guerre d'agression de la part du Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Une guerre qui a occasionné des millions de morts parmi les populations civiles. Aujourd'hui, nous avons seulement abordé quelques traits de coopération qui va être développés dans les futurs, comme c'est la première rencontre, et juste essayer de voir où on peut développer. Un des sujets qui a été abordé, c'est le procès de paix. Comme vous connaissez, les deux pays sont confrontés à des problèmes qui sont similaires. Donc, le procès de paix était au menu. Et également, nous avons abordé les sujets de l'économie. Évidemment, il faut établir d'abord la paix pour développer l'économie de nos pays. Between our parliaments. Et nous avons échangé également au sujet des coopérations entre nos deux parlements, de la bonne gouvernance et des perspectives futures de cette coopération. Et je voudrais également vous assurer que vous avez toute notre solidarité, la solidarité de l'Ukraine, du peuple ukrainien, qui est envers le peuple congolais et envers le pays, la RDC. Donc nous serons ensemble et ensemble nous avons coopéré et travaillé. L'hôte de Modeste Bahati Lukwebo a formulé le vœu de voir le Parlement de son pays collaborer avec le Sénat congolais pour échanger les expériences. Dans ce cadre, un groupe d'amitié RDC-Ukraine sera constitué dans les tout prochains jours afin de finaliser cette démarche. Arrivé à Kolwezi, dans la province de Lualaba, pour participer à l'ouverture du Katanga Business Meeting, la première ministre Judith Suminwa a multiplié les rencontres et a visité les infrastructures en construction dans cette partie du pays, une manière de réaffirmer la volonté du gouvernement de répondre aux aspirations locales. Entre dialogue avec les forces vives et l'inspection des chantiers emblématiques, ce déplacement s'inscrit dans une dynamique de relance du développement territorial. Chimène Dondo, Djokuku et Pompomba. Devant une assemblée de leaders politiques, économiques et diplomatiques, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a ouvert la 6e édition du Katanga Business Meeting. Placée cette année sous le thème « Bâtir notre futur », la première ministre a plaidé pour un développement plus inclusif, fondé sur un partenariat renouvelé entre l'État, le secteur privé et les communautés locales. Le développement durable ne peut être durable que s'il est équitable. Il ne peut être équitable que s'il est partagé. C'est dans cette optique que le gouvernement que je dirige s'engage à, premièrement, créer un environnement propice à l'investissement productif, protéger les droits des communautés locales, et garantir, en dernier lieu, la transparence et l'équité dans l'exploitation de nos ressources. L'énergie est au cœur de notre stratégie industrielle. Il ne peut y avoir d'industrialisation sans accès à une énergie fiable, compétitive et propre. C'est pourquoi nous avons fait de l'accès à l'énergie une priorité nationale en libéralisant le secteur avec la création d'une autorité de régulation, en renforçant les capacités de la SNEL et en ouvrant le marché aux producteurs indépendants, afin d'obtenir un marché énergétique ouvert et attractif, capable
de soutenir et d'accélérer l'industrialisation de notre pays. Judith Souminois a aussi mis en avant le rôle croissant de femmes dans les secteurs clés, réaffirmant la volonté du gouvernement de promouvoir un leadership féminin fort. En tant que Première ministre, chef du gouvernement, je réaffirme avec fermeté l'engagement du gouvernement dans la droite ligne de la vision éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à promouvoir un leadership féminin fort, à créer un cadre de justice économique et d'égalité des chances et à accompagner les femmes entrepreneurs dans leur ascension. En marge du forum, la chef de l'exécutif central a rencontré le force vive du Lualaba, chef coutumier, société civile, partis politiques, confessions religieuses. Des échanges directs autour de préoccupations locales, emploi, paix, justice ou encore agriculture. Le ministère de l'Intérieur continue à documenter les crimes autres actes contre les droits communs. Ce communiqué signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, lu ici par Eric Abomba, l'illustre bien. Regardez. Les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informent l'opinion nationale et internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC persistent dans la commission d'actes constitutifs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans les zones sous leur occupation. Les faits les plus récents sont les suivants. Organisation du 10 au 13 mai 2025 d'une série d'opérations de traque contre les populations civiles assimilées à tort au FDLR, FARDC ou encore au Azalendo dans la ville de Goma, le territoire de Nyiragongo et celui de Massissi, précisément dans les quartiers de Ndosho, Mugunga, Lac Vert, Katoyi, Majengo, Sake et Kimoka. Les bilans fait état de 107 assassinats, plus de 4000 hommes et jeunes garçons enlevés et embarqués de force dans des camions vers une destination inconnue, des centaines de cas d'exécution sommaire, des viols, des tortures, de pillages, des restrictions à la liberté de circulation ainsi que d'incursions dans des structures sanitaires. Installation sur le sol congolais des familles rwandaises munies des cartes d'identité rwandaises, fait qui vient appuyer les différentes dénonciations formulées par le gouvernement au sujet des axes d'épuration ethnique et de repeuplement orchestrés par Kigali. Chasse à l'homme, ciblant des personnes sous statut, des réfugiés vivant dans les zones sous occupation. Le fait cité ci-dessus, qui s'ajoute à ceux déjà dénoncés par les passés, constitue une violation flagrante des instruments juridiques internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine, la Convention de Genève de 1951 relatif à la protection des réfugiés, ainsi que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières poursuit méticuleusement les monitorings de ces crimes commandités par Kigali et rappelle que ceux-ci appellent à une prise en charge judiciaire appropriée afin que justice soit rendue en faveur du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 14 mai 2025, Chabani Luko Bihango, Jacques Men. Les réformes dans le secteur de la fonction publique, l'agenda des élus recueillis auprès de leurs bases respectives sur les avancées et questions à résoudre. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a eu une séance de travail avec les députés de l'espace Grand Kassai, Nadine Kilesho et Servé Kenina. Engagé dans un élan de devoir de rédévabilité, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, s'est lancé dans une dynamique d'échange pour mettre à la disposition des élus du peuple les informations sur la réforme de l'administration publique, mais aussi être à l'écoute des préoccupations des agents publics de l'État, recueillis par les députés nationaux dans leur circonscription électorale. Et ce jeudi 15 mai 2025, c'est le tour du caucus des députés du Kassai d'être reçu en audience par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Il était question pour nous de passer en revue la question de la fonction publique. Le VPM a eu à nous brosser un peu les avancées, ce qu'il réalise. Et à notre tour, nous sommes passés par les difficultés que rencontrent les employés, les fonctionnaires de l'État, notamment la question du fichier de référence de la fonction publique, la question des dédoublements, la question
désactivés sur la listing pour différentes raisons. Tout ça, nous avons rencontré une oreille attentive. Au terme de la réunion, les élus nationaux membres du caucus du Kasaï ont exprimé leur satisfaction sur les avancées réalisées dans le cadre de la réforme de l'administration publique et promis d'accompagner les efforts du gouvernement fournis pour garantir une gestion rationnelle des ressources humaines de l'État. Les élus ont accepté d'accompagner le ministre dans sa réforme. Nous, en tant qu'élus, en tant que Parlement, déjà, il prépare une loi qui viendra. Et donc, nous sommes là pour accompagner et surtout veiller à ce que cette loi rencontre les vrais besoins de la population, les fonctionnaires en l'occurrence. Prêtant une attention soutenue aux problèmes posés, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a promis d'apporter des solutions idoines aux préoccupations évoquées. 2500 nouveaux magistrats ont reçu leur notification, les intégrant ainsi au parquet, au service de documentation et d'archives. Ils ont répondu avec enthousiasme des novices et l'espoir des grandes ambitions devant le personnel du Conseil supérieur de la magistrature. Edith Chala. C'est un souffle nouveau qui gagne la justice congolaise. Longtemps attendu, la relève judiciaire est enfin là. Dans la capitale, l'État congolais officialise l'entrée en fonction d'une nouvelle vague des magistrats, prêts à donner confiance à une population souvent désabusée. Dans la salle, les magistrats sont appelés un à un pour recevoir leur notification. Chaque nouveau magistrat reçoit simultanément 2 documents fondamentaux, l'ordonnance présidentielle de nomination ainsi que la décision d'attribution du numéro matricule. Dans ce lot figurent aussi bien des civils que des militaires. C'est l'aboutissement d'un long processus amorcé depuis 2022. Pour nous, les gestionnaires des magistrats, nous sommes encore plus satisfaits parce qu'on a quitté d'un effectif déficitaire de moins de 3000 magistrats aujourd'hui à 8000. Nous avons la possibilité de couvrir l'ensemble du territoire national avec des magistrats. Serge Ekombeloko entend incarner une nouvelle génération de magistrats au service d'un état de droit. Nos sincères remerciements aux autorités du CCM pour cette organisation. La notification est un acte purement administratif qui formalise notre nomination. La notification n'est qu'une étape. Le processus se poursuit avec la formation et l'affectation des magistrats dans les juridictions, longtemps en carence dans le pays. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature a insisté sur l'importance d'un accompagnement institutionnel fort pour garantir l'aboutissement et la réussite de cette réforme. Parlons de la radio nationale congolaise, l'heure est à l'évaluation de la formation sur les nouvelles technologies qu'ont eu les opérateurs de prise de son et techniciens du studio Radiotech de la radio. Pour ce faire, la directrice générale de la RTNC, Madame Sylvie Lengue Nimbo, était en face du directeur et chef des départements techniques et logistiques de la radio ainsi que les techniciens. Patricia Ongo. Après l'arrivée de matériel suivi de l'installation et câblage pour la modernisation de la radio nationale, les techniciens de Studiotech, de l'exploitation et ceux de la maintenance radio ont été formés pendant une semaine sur l'usage des équipements et notions du numérique. Formation assurée par une délégation des techniciens Studiotech venus de la Belgique. La mise en niveau a concerné l'utilisation professionnelle de ces gadgets. Question d'adapter les connaissances des utilisateurs à la nouvelle technologie. Au cours d'une séance organisée ce jeudi 15 mai, la directrice générale de la RTNC, Madame Sylvie Lengue Nimbo, en face des directeurs, chefs du département technique et des logistiques de la radio ainsi que les techniciens ont fait l'évaluation générale. Je remercie Madame le DG pour cette initiative, pour qu'il n'y ait pas des angles sous roche, que nous travaillons beaucoup avec transparence et puis avec beaucoup plus de liberté. Madame nous a écoutés, nous avons évoqué les différents problèmes que nous avons rencontrés, les difficultés de la part des Studiotech et ensemble, nous sommes arrivés à la conclusion que les studios doivent être fermés jusqu'à ce que Studiotech va très bien équiper ces régies studios jusqu'à leur ouverture. Parce que pour le moment là, ils n'ont pas fini leur travail. Parce qu'il y a certaines des licences qui ne sont pas encore arrivées, il y a d'autres logiciels qui ne sont pas installés et cela ne nous permet pas de lancer le signal à partir de ces équipements-là. Nous sommes encore patients d'attendre
les studiothèques à venir équiper les studios ainsi que la salle de machines avec tous les équipements. Et c'est à ce moment-là que nous allons lancer notre premier signal numérique. Ces équipements de pointe et son personnel renforcé en capacité vont remettre la radio nationale à sa place des tam-tams d'Afrique. Une reprise dans un environnement médiatique concurrentiel, a rappelé le directeur général de la RTNC, Madame Sylvie Elengue-Niembo. 2 routes de desserte agricole sont en plein travaux de réhabilitation dans le Haut-Tuélé. Le ministre d'État en charge du développement rural, Moïndo Nzangi, accompagné du gouverneur Jean Bakomito, a lancé ces travaux d'Amassi Solé. Sesenge, localité située au groupement Tadou, chefferie Logo Gambi, en territoire de Faragé, province du Haut-Tuélé, à plus de 380 km d'Issiro, reçoit pour la toute première fois de son histoire de hautes personnalités, le mercredi 14 mai 2025. Il s'agit du gouverneur Jean Bakomito Gambou et du ministre d'État en charge du développement rural, Moïndo Nzangi Butondo. C'est dans une ambiance de liesse populaire et après les rituels des chefs coutumiers que le ministre d'État coupe le ruban symbolique et lance les travaux de réhabilitation de la route de desserte agricole Sesenge Kitambala jusqu'à Nzinzi, à la limite avec l'Ituri voisin, pour un parcours d'environ 190 km. Nous ne sommes pas à Kinshasa, nous sommes à Sesenge. Ça veut dire que le président s'intéresse au monde rural, le vrai rural, mais avec une symbolique importante, puisqu'ici c'est une route de desserte agricole, mais qui a un intérêt provincial réel qui va devoir relier de grandes parties de la province du Haut-Tuélé. Jean Bakomito Gambou, dont le plaidoyer a payé, s'est dit très comblé. Le président de la République nous avait fait des promesses, il est en train de les réaliser. Nous lui disons merci. Ce n'est qu'un début. Merci beaucoup à la population de Sesenge, territoire de Faradje, qui nous a bien accueillis et qui continue de soutenir les chefs de l'État. Le président de l'Assemblée provinciale, honorable Justin Zamba, et Sa Majesté Jean Obote Sirika, quant à eux, n'ont eu de mots que pour dire merci. Les routes sont comme des vaisseaux sanguins dans l'organisme humain. Comme partout ailleurs, Jean Bakomito Gambou et Moïndo Nzangi Butondo ont démontré à la population la nécessité de renouer avec la culture du café, du palmier à huile et du cacao afin de donner naissance à celui qui renaît à ce centre après plus de 5 ans. Au Katanga, les députés provinciaux ont effectué une mission officielle de contrôle des ouvrages exécutés dans leur juridiction. Ils ont évalué le niveau d'affectation de la redevance dans les différentes entités sous la conduite du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabwa. C'est un reportage de la RTNC au Katanga. Les députés provinciaux du Haut-Katanga, conduits par le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kabwe Mama Michel, ont effectué une mission d'itinérance dans les territoires des Sakanya, situés à environ 250 km de Lubumbashi. La tournée a commencé dans les secteurs d'Ebalamba, village Chilsenda, première étape de ces périodes. Le président de l'organe délibérant a exhorté les habitants à faire preuve de patriotisme et à ne pas céder aux tentatives de manipulation émanant des ennemis de la République. La délégation en a profité pour visiter plusieurs ouvrages réalisés dans la région grâce à la redevance minière, témoignant de l'impact concret de ces fonds sur les infrastructures locales. Les parlementaires provinciaux ont ensuite poursuivi leur mission à la frontière de Mokambo avec la Zambie, où ils ont pris connaissance des conditions de travail des agents de la Direction générale des migrations et la Direction générale des douanes et accises. La délégation s'est ensuite dirigée vers le centre des Sakanya, où elle a été accueillie par une foule en liesse, impatiente d'exprimer ses préoccupations et de recevoir des réponses concrète aux maux qui rongent la région. Le président de l'Assemblée provinciale a exhorté ses administrés, jeunes comme vieux, à s'opposer fermement aux tentatives de déstabilisation orchestrées par le M23 et leurs alliés et l'AFC, affirmant que la nation congolaise ne cédera pas à la menace. Restons unis, main dans la main, pour que les infiltrés n'aient pas de la place ici à Sakanya. Une séance plénière ouverte au public est prévue ce jeudi 15 mai 2025 dans le but de recueillir directement les doléances de la population du territoire des Sakanya.
Revenons à Kinshasa pour vous parler le secteur de l'éducation, du partage institutionnel de la stratégie de l'alimentation scolaire en République démocratique du Congo. Un atelier a été ouvert à Kinshasa en collaboration avec le Programme alimentaire mondial dont l'objectif de promouvoir un système national intégré alimentaire scolaire, universel, durable et créer la rétention scolaire dans les zones vulnérables. Plus de détails avec Anastasie Doumbou. Cette session a rassemblé les experts de la présidence, la primature et le ministère sectoriel dans l'élaboration de la stratégie de l'alimentation scolaire en vue de favoriser un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes de manière à aboutir à un consensus solide. Accompagnée du vice-ministre de l'Éducation nationale, la ministre d'État Raissa Malou a orienté les échanges enrichissant des différents experts concernés par l'élaboration de la stratégie de l'alimentation scolaire après la présentation du processus d'élaboration de la stratégie par le directeur Guillaume Korogo de l'éducation et l'économie du document par l'expert Nafiou Isiaka du PAM. C'est une étape décisive parce qu'il y a un travail technique qui a été fait depuis plusieurs mois. Donc aujourd'hui, nous avons un document de stratégie nationale d'alimentation scolaire qui mérite un peu une sorte d'endossement politique pour savoir si encore il y a de nouvelles orientations qu'il faut prendre en compte dans cette stratégie. Donc dès septembre de la rentrée prochaine, donc, on aura les premières cantines, les projets pilotes, surtout avec les ressources nationales. Nous allons cibler les écoles publiques d'abord et nous allons voir si on peut aller vers les écoles privées. D'après les instructions de la Mineta, donc au mois de septembre, nous allons déjà ouvrir les premières cantines. Représentante adjointe du PAM en République démocratique du Congo, qui a réaffirmé l'accompagnement du PAM au projet des cantines scolaires du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. La ministre d'État a demandé aux experts d'insérer le financement dans leur ligne budgétaire avant le déclenchement de l'élaboration du budget 2026. Les grosses fortunes que traînent les expatriés soumettent l'administration foncière à dure épreuve. En quelques jours, deux membres du gouvernement, Jacques Chabani et Akassia Bandoubola, se voient obligés de descendre à la concession Oasis dans la commune de Bandalungwa pour que la loi soit strictement respectée. Rita Bamba, Guy Bleskiti. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akassia Bandoubola Mbungu, a effectué une deuxième descente ce mercredi 14 mai 2025 à la concession Oasis dans la commune de Bandalungwa. Selon les renseignements de l'administration foncière, la société chinoise Zhengwei qui occupe cet espace a un titre, mais à la grande surprise, elle occupe actuellement illégalement un autre espace avec une superficie qui n'est pas mentionnée sur son titre. Lors de la descente de ce mercredi, une forte présence des militaires sur les lieux a été constatée alors que la concession devrait plutôt être sécurisée par la police nationale congolaise. Après vérification, la patronne des affaires foncières Akassia Bandoubola Mbungu a fait savoir qu'en RDC, les sols est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État selon l'article 53 de la loi foncière. La société chinoise n'était pas en mesure de brandir un titre de propriété de 19 hectares. Et la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, maintient sa position. La partie excédentaire appartient à l'État congolais et c'est à lui d'en disposer. Pour la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akassia Bandoubola Mbungu, la loi doit être respectée en matière foncière. Afrique en mutation, le pouvoir de think tank africain dans l'analyse, l'anticipation et l'adaptation, tel est le thème du dialogue stratégique de haut niveau organisé à Rabat au Maroc, et la RDC a été représentée par Boudoum Matungulu. Jacques Abouaba. Dans un contexte africain marqué par des profondes mutations majeures pour relever les différents défis complexes, les États africains ne peuvent plus se permettre des choix stratégiques qui reposent sur l'improvisation ou la seule intuition politique. D'où l'importance de ces discussions ayant permis de cerner les risques émergents et latents à l'échelle internationale et continentale dans différents domaines, ainsi que la capacité des think tanks à les anticiper, les analyser et à alerter les décideurs. Nous avons d'abord mis en lumière le rôle essentiel de think tank dans
l'analyse et puis l'anticipation des enjeux stratégiques et l'influence de leurs travaux sur le choix stratégique et la conception de politiques publiques. Ensuite, nous avons essayé d'identifier aujourd'hui les risques mondiaux et continentaux qui peuvent aujourd'hui créer des crises au niveau du continent africain. Et l'Afrique peut sortir de ces bourbiers. Ce n'est pas de modèles qui nous sont importés, mais ça doit être des modèles qui sont pensés, qui sont conçus, qui sont débattus par les Africains et pour les Africains. Et les think tanks joueront un rôle crucial dans les décennies qui sont en train d'arriver, parce que le pays qui pourra s'en sortira face à toutes ces mutations, c'est cette nation qui pense ensemble. Notons qu'en marge de ces travaux, une étape décisive a été franchie pour renforcer la coopération intellectuelle sur le continent africain. Le think tank RDC Stratégie et l'Institut royal des études stratégiques du Maroc ont signé un protocole d'accord pour un partenariat stratégique de haut niveau ayant notamment comme objectif de répondre aux grands défis d'une Afrique en mutation. Satisfaction du Fonds monétaire international après la première vue. Un accord au niveau des services avec la République démocratique du Congo a été trouvé. C'est un nouveau cap de franchi dans le programme facilité et élargi de crédit. Les détails avec Sylvie Moembo. L'équipe du Fonds monétaire international est parvenue à un accord au niveau des services avec la République démocratique du Congo sur la première revue au titre de la facilité élargie des crédits dans un communiqué publié le 13 mai 2025 à Washington, aux États-Unis d'Amérique. L'équipe du Fonds monétaire international a annoncé être parvenue à un accord au niveau des services avec les autorités de la RDC sur la première revue du programme économique et financier triennal soutenu par la facilité élargie des crédits sous réserve d'approbation par la direction générale et les conseils d'administration du FMI prévu fin juin 2025. L'économie congolaise a fait preuve de résilience avec une croissance de 6,5% en 2024 portée par les secteurs extractifs. La croissance devrait rester supérieure à 5% en 2025. L'inflation est revenue à un chiffre en avril grâce à une coordination efficace entre la politique budgétaire et monétaire. Selon les Fonds monétaires international, la stabilité du taux de change qui en a résulté depuis mi-2024, conjuguée au resserrement approprié de la politique monétaire, ont contribué à atténuer les tensions inflationnistes. L'inflation en glissement annuel est revenue à un chiffre en avril 2025 pour la première fois depuis 2022. Signature protocole d'accord entre la Caisse nationale de péréquation et l'École nationale d'administration ENA pour la formation des agents et cadres de la Caisse et l'assistance technique. Les détails avec Betty Amani, Fiston Avingana. La Caisse nationale des péréquations entend jouer pleinement son rôle dans le développement des provinces et des entités territoriales décentralisées. Dans le cadre de son opérationnalisation, la CNP a sollicité l'expertise de l'École nationale d'administration, organe technique du gouvernement, en matière de formation continue et initiale, ainsi que le recrutement et la réforme de l'administration publique pour la formation du personnel de cette caisse. Cette volonté des deux institutions a été traduite à travers une signature de protocole d'accord entre le directeur général de l'ENA, Tombo Lamouké, et le directeur général de la CNP, Coco Jacques Moulongo. Nous avons plus de 400 agents. Ce renforcement de capacité est très important pour cette institution qui est un grand pilier de développement, qui corrige les déséquilibres entre les différentes ETD. Les jeunes gens qui ont commencé chez nous, parce qu'il y a certains qui n'ont jamais travaillé, ils ont besoin de cette formation. L'ENA s'est dit prête à mettre son expérience et expertise au profit de la CNP. C'est notre métier depuis plus de 10 ans et nous sommes impatients. Maintenant que le protocole est signé, de démarrer cette collaboration. Nous ne doutons pas qu'elle sera fructueuse, bénéfique pour le renforcement de capacité du personnel au sein de nos deux institutions, mais également du renforcement de la gouvernance, de l'efficacité, de la performance au niveau de nos deux structures. C'est un motif de fierté et de satisfaction pour nous. Au total, 400 agents et cadres de la Caisse nationale des péréquations vont bénéficier de ce renforcement des capacités pour le rayonnement de cette institution publique.
La Cour pénale internationale CPI poursuit son engagement en faveur des victimes de conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a présenté le fonds de profit des victimes des conflits armés dans l'Est de la RDC et le fonds de profit des victimes de la CPI. Regardez. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État en matière de justice et de préparation des préjudices subis par les victimes des conflits armés, une délégation du fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale CPI a rencontré ce jeudi 15 mai 2025 le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashama Djouni. Cette rencontre a permis à la délégation de faire le point sur l'évaluation des activités du fonds, notamment les questions liées au dossier de Thomas Lubanga et Bosco Taganda. Selon Kizita Forgwe, gestionnaire des programmes du fonds, ces échanges ont permis d'évaluer les avancées ainsi que les défis dans la mise en œuvre des projets destinés aux victimes. Moi et mes collègues, nous sommes ici aujourd'hui pour faire les mises à jour à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour lui dire par rapport à là où on en est, par rapport à la mise en œuvre des réparations, surtout pour les affaires du procureur de la CPI contre Monsieur Thomas Lubanga et l'affaire le procureur de la CPI contre Monsieur Bosco Taganda. Donc nous sommes là avec nos partenaires de mise en œuvre pour faire un suivi par rapport aux services reçus par les victimes, les ex-enfants soldats et aussi les victimes de l'attaque. Donc nous sommes là pour assurer que ces victimes ont des services de qualité et on est aussi avec nos partenaires pour promouvoir le vivre ensemble, l'éducation à la paix à la population congolaise, surtout ici à l'est du Congo. Ce que nous faisons, surtout le bureau du Fonds au profit des victimes, c'est la sensibilisation, la formation, le renforcement des capacités dans les différentes communautés pour renforcer le principe de vivre ensemble, de l'éducation à la paix. Plusieurs partenaires du gouvernement accompagnent les efforts de l'administration militaire dans la réparation des populations affectées par les conflits, notamment à travers le processus de justice transitionnelle. Pendant ce temps, certains auteurs de ces préjudices, à l'occurrence Thomas Lubanga et sa bande, ont encore repris les armes pour faire de nouvelles victimes, alors que l'administration militaire, sous le leadership du lieutenant-général Luboya Kashama Djouni, a mené plusieurs actions d'intérêt public susceptibles de redonner l'espoir aux âmes meurtries par les violences entre 2000 et 2003 à Nituri. Conscient du besoin urgent en électricité dans la partie nord de la province de Nord Kivu, le gouverneur militaire intensifie ses efforts pour améliorer la desserte énergétique dans cette région. Regardez. Autour d'une table, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, réunit le parti prenante intervenant dans les secteurs de l'électricité le 15 mai 2025 à Béni. Le contrat des concessions relatifs à la distribution de l'énergie électrique dans les grands nord de la province, la personnalité juridique des producteurs et distributeurs, le coût et l'accès à cette denrée rare ont été discutés sans tabou. Tous conviennent pour la mutualisation des efforts, dit le directeur de ENK qui a le monopole de la distribution en ville de Béni. Nos clients et les habitants même de notre belle province qui ne demandent rien d'autre que de pouvoir avoir le courant chez eux à domicile. Donc ENK est ouvert et a toujours été ouvert. Ces installations d'ailleurs sont faites pour accueillir d'éventuelles interconnexions d'autres acteurs locaux ou étrangers. La société Virunga Énergie qui dessert le Béro s'est dit prête à appuyer à Béniville. Nous avons 14,8 MW. Nous sommes disposés à rendre disponible l'électricité. Le représentant des consommateurs salue pour sa part le geste de l'autorité provinciale. Il n'y a aucun problème qui soit impossible. Et donc, nous voulons d'abord remercier le gouverneur, mais de deux, ce cadre nous a aussi permis, parce que nous n'avions pas vraiment eu cette opportunité depuis longtemps, de présenter les plaintes des consommateurs devant un cadre qui a le pouvoir et qui est susceptible de trouver des solutions. Pendant que le communiqué final, lu par le coordonnateur du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge de l'énergie, émarge les principes validés. Être disposé à collaborer avec les autres acteurs pour assurer une desserte permanente par l'interconnexion des lignes en préservant les intérêts des uns et des autres conformément aux textes légaux. Mettre en place des mécanismes dédiés à la gestion des plaintes
des consommateurs de l'énergie électrique. Il ne reste qu'à pratiquer tout ce qui est mis sur papier pour le bonheur de tous. Revenons à Kinshasa à l'occasion de la journée internationale de la famille célébrée le 15 mai de chaque année. La ville de Kinshasa a marqué l'événement par une cérémonie officielle d'empreinte d'émotion et de reconnaissance. Lors d'une célébration, la ministre provinciale du genre, famille et affaires sociales a tenu à saluer les efforts des parents, véritables piliers de la société pour leur rôle essentiel dans l'éducation. Les détails avec Alain Bikaï. Ce 15 mai, à l'instar de la communauté internationale, la ville de Kinshasa célèbre la Journée internationale des familles, une occasion solennelle pour rappeler que la famille est le pilier fondamental de toute société stable, équitable et prospère. Chaque foyer est une école de la vie, un sanctuaire d'amour, de responsabilité et d'espoir. C'est là que naissent les premières valeurs, le respect, la solidarité, le dialogue et le civisme. Investir dans les familles, c'est investir dans l'avenir de notre nation. En République démocratique du Congo, la célébration s'articule autour du thème national, les politiques axées sur la famille comme pilier pour un Congo émergent à l'horizon 2030. Ce thème incarne la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de bâtir un État moderne, débarrassé de la pauvreté, érigé en grande cause nationale et résolument engagé sur la voie du progrès, de la paix et de la sécurité. C'est dans cette même dynamique que son Excellence M. Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville de Kinshasa, a inscrit sa politique provinciale dans une approche centrée sur le développement social des familles. Cette vision se traduit notamment par la place stratégique accordée au portefeuille du genre famille et enfants au sein de son gouvernement. Aujourd'hui, plus de 3 millions de familles vivent sur le sol quinois. À travers elles, c'est le tissu même de notre société que nous voulons renforcer. Soutenir les familles, c'est prévenir la délinquance, réduire la pauvreté et favoriser l'éducation des enfants. Célébration de la Journée internationale de la famille, on en parle encore avec cette grande conférence débat organisée pour faire voir le rôle important que joue la famille dans une nation à travers ce thème, les politiques axées sur la famille comme pilier pour un Congo émergent à l'horizon 2030. Christine Lenzo, Simon Kankolongo. En ces jours de la Journée internationale de la famille célébrée le 15 mai de chaque année, le ministère du genre, famille et enfants a organisé une conférence débat autour des politiques axées sur la famille comme pilier pour un Congo émergent à l'horizon 2030. Une interpellation pour tous a placé la famille au cœur de tous les programmes et visions pour l'avenir de notre pays. La famille étant le fondement sur lequel repose la transmission des valeurs, comme le souligne le secrétaire général Esther Kamwanya, représentant la ministre du genre, famille et enfants. Ces thèmes nous interpellent collectivement. Ils nous invitent à placer la famille au cœur de toutes nos politiques publiques. Dans le cadre de la vision 2030 d'un Congo émergent, la construction d'une société résiliente, équitable et prospère. Plusieurs panels ont abordé des thèmes ayant trait à la famille, la politique axée sur la famille et les ODD en RDC, investir dans les capitales humains familiales, les partenariats stratégiques pour la famille. Il a été aussi dénoncé des conflits à répétition dans certains coins de la RDC à la base de la déstabilisation des familles. Malgré les horreurs et la précarité, les familles de cette partie de l'Est de la RDC restent résilientes. D'où l'hommage rendu au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, la première famille de notre pays qui se bat pour le retour de la paix et pour stabiliser les familles en RDC, avant de souligner les efforts de la première ministre dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État et ceux du ministère du genre pour que les textes en faveur des familles soient exécutés à travers les pays. La secrétaire générale a par la même occasion
remercier tous les partenaires techniques, notamment ONU-Femmes, UNFPA et aussi les hauts cadres de l'administration publique. Il n'y a jamais eu détournement à la société Kobil SA, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. La mise au point a été faite par le cabinet conseil d'avocats de cette entreprise. Face à cette campagne de désinformation, l'entreprise vient de saisir la justice. Erika Bamba. Face aux accusations injustes, aux désinformations orchestrées contre la société Kobil SA par des individus mal intentionnés et relayés par certains médias et comptent surtout sur les réseaux sociaux, les cabinets d'avocats conseils montent au créneau pour dénoncer. Pour lui, toutes ces accusations restent infondées, mensongères et diffamatoires. Elles ne reposent sur aucun fondement factuel vérifié, moins encore sur une décision d'autorité judiciaire. Malgré toutes les mises au point faites par la direction générale sur un prétendu détournement, cette campagne calomnieuse se poursuit, violant ainsi toutes les dispositions légales. Face à cette persistance de ces accusations injustes, les cabinets d'avocats Ilunga Biakou promet de porter plainte dans le tout prochain jour à la justice et aussi compte saisir l'autorité de régulation de la poste et télécommunications ARPTC contre toute personne physique ou morale impliquée dans cette campagne. Des plaintes seront aussi déposées au niveau des instances compétentes en matière de cybercriminalité. Toutes ces plaintes visent d'identifier les auteurs directs, les relais et les instigateurs de cette campagne numérique. Pour finir, le trophée dénommé Amour du Congo sera décerné pour encourager les compatriotes qui œuvrent pour le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, une initiative du patriote Constant Gandou. Jean-Pierre Ndelodemazou. La fondation Constant Gandou Kalala a été devant la presse le samedi 10 mai 2025 pour annoncer la remise du trophée Amour du Congo qui sera décerné aux fils et filles du pays qui se sont démarqués par leur sens élevé de patriotisme pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. À cet effet, une soirée de gala sera organisée à l'honneur des nominés le samedi 31 mai 2025 dans un contexte très particulier pour soutenir les efforts du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des forces armées de la RDC et des patriotes Ouazalendo. Nous organisons la remise des trophées Amour du Congo. C'est une édition spéciale que nous organisons pour récompenser, encourager les compatriotes, les politiciens, les hommes des cultures, les médecins, les hommes des médias, les pasteurs, ceux qui se sont battus pendant cette période et qui continuent de se battre pendant la période que nous sommes en train de traverser. Nous voulons plébisciter. Ce n'est pas une récompense en tant que telle, mais nous voulons les plébisciter, nous voulons les faire sortir aux yeux du monde pour montrer au monde qu'il y a eu des gens pendant cette période où notre pays a été agressé qui n'ont pas croisé leurs bras. Ils se sont levés, ils ont pris le drapeau du pays et ils se sont battus à leur manière. Ils se sont battus, ils ont fait quelque chose. Je pense que cela va impacter le pays et cela va impacter le peuple congolais parce qu'ils verront qu'il y a des gens jusqu'à présent qui aiment et qui continuent d'aimer leur pays. Pour rappel, la fondation Constant Gandou a été créée en 2007. La remise du trophée Amour du Congo est à sa 12e édition. Et à cette occasion, la soirée de gala sera agrémentée par l'artiste Mbiliabel, l'une des nominées. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la cité côtière de Mwanda, dans le Congo central et partout ailleurs sur satellite. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka, Keren Kankolongo, réalisé par Simon Kankolongo, supervisé par Oscar Mbalkaï et coordonné par Jacques Kabwaba. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées demain, 7h. Gaëtan Magalano, moi je vous reviens à 20h avec le même plaisir. Bonne soirée et à demain.